le générique est lancé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Parmi les contrôles de santé de l'enfant, il en est un qu'il convient de ne pas négliger, la vue. Environ 10% des enfants âgés de moins de 5 ans présentent une ou plusieurs anomalies visuelles. Ces troubles peuvent avoir d'importantes conséquences médicales et sociales, retard dans l'apprentissage de la lecture, isolement, etc. Quels sont ces principaux troubles ou maladies des yeux? Comment garder les yeux des enfants en bonne santé? Pour répondre à ces questions, je reçois pour vous ce soir professeur Nonfunikoun Dieudonné Meda. Professeur Meda est le chef de service ophtalmologie au CHU Yalgado Ouedraogo, enseignant à l'UFR SDS de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo et coordonnateur du DES ophtalmologie. Également avec nous ce soir, Dr Chantal Bouda. Dr Bouda est pédiatre et chef de service d'oncologie pédiatrique au CHU Yalgado Ouedraogo. Bonsoir, chers invités, et bienvenue sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Participez à l'émission en appelant au 25 40 79 03. Professeur Meda, présentez-nous l'œil. Comment est-il constitué? Merci. Madame Dao, bonsoir aux téléspectateurs et merci une fois de plus à la TNB, à la RTB de nous donner l'occasion de nous entretenir sur l'œil de l'enfant. L'anatomie de l'œil est relativement simple. C'est un organe creux qui est constitué de 3 milieux transparents et qui contiennent eux-mêmes, qui sont 3 milieux concentriques, c'est des membranes qui contiennent eux-mêmes 3 milieux transparents. Pour ce qui concerne les membranes, on a 3 de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a une coque fibreuse qui est constituée par ce qu'on appelle la sclérotique, qui est devenue transparente en avant et qu'on appelle la cornée, à travers laquelle on voit le noir de l'œil. Après cette coque externe, il y a l'UV, c'est une membrane essentiellement vasculaire. Et enfin, en dedans, il y a une membrane très sensible qu'on appelle la rétine, qui est, qu'on va dire, c'est une membrane photosensible à l'image d'une pellicule. Alors, pour ceux qui ont déjà vu un appareil photographique, on peut dire que l'œil est comme une caméra située, composée d'une chambre noire avec un objectif.
à focale variable, c'est-à-dire avec un zoom. Voilà comment on peut constituer l'œil. Okay. Et comment voit-on? Quel est le miracle de la vue? Alors, pour la vision, comme vous le dites, c'est peut-être un miracle. Mais en réalité, l'œil est un organe qui est capable de transformer l'énergie lumineuse transportée par les particules de lumière qu'on appelle les photons en un signal lumineux. Ce signal lumineux est transporté par les structures nerveuses jusqu'au cerveau et il passe par un circuit qu'on appelle les voies optiques. Ce sont un ensemble de nerfs et de formations nerveuses. Et ce signal arrive au niveau du cerveau, du cortex occipital. Et c'est le cortex occipital qui décode ces messages. Et c'est le phénomène de la vision comme ça. Docteur Bouda, parlez-nous un peu de la vue intra-utérine. Merci bien, Madame Dao. Et bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, disons que dans la période intra-utérine, il n'y a pas de vue. Le fœtus ne voit pas. Il ouvre les yeux, mais ne voit pas. Mais ne voit pas. Donc, il n'y a pas de vue intra-utérine. Et quand bébé naît, est-ce qu'il voit de prime abord? Oui, à la naissance, bébé voit, mais sa vue est très médiocre. En fait, il ne voit que la lumière. C'est la perception lumineuse, tout simplement. D'accord. Et quels sont les différents stades de la vue de l'enfant? Alors, disons que la vue chez l'enfant, il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est celle du premier mois, au cours duquel l'enfant perçoit la lumière et plie des yeux, effectue une fermeture des yeux à la lumière douce. Ça, c'est le premier mois de vie, la période néonatale. Entre le premier mois et le 3e mois, c'est la période où l'enfant commence à réagir à l'environnement, commence à percevoir certaines choses. C'est là qu'il découvre ses mains, par exemple. Et la 3e période, c'est la période qui s'étend entre le 4e mois et le 6e mois. Là, on commence à avoir une coordination entre la vue et les mouvements. Donc, c'est la période où il y a un apprentissage à l'appréhension. L'enfant apprend à prendre. Et à partir du 6e mois, c'est là qu'on a la mémoire visuelle qui s'installe. L'enfant commence à reconnaître le visage familier. Il reconnaît sa mère, sa nounou, ses frères et les objets environnants. Donc, c'est principalement les 4 périodes. Les 4 périodes, ok. Et quel est le moment critique de la vue chez l'enfant, professeur Méda? En fait, de moment critique, on peut bien dire que c'est dès la naissance. Parce que quand nous regardons les merveilles de la vue, en tout cas ce que les adultes ressentent, et quand on sait que chez l'enfant, ce n'est pas comme ça, il est bon de savoir que toute la période qui sépare la naissance à l'âge où il peut peut-être voir des choses, les reconnaître, se rappeler, toute cette période d'apprentissage est une période qu'on allait dire critique. Parce qu'il suffit d'un rien pour perturber. L'enfant naît avec un œil qui est complètement immature. Et avec l'apport de la lumière, le contact de la lumière, ses yeux vont commencer leur maturité, achever leur maturité. Il y a un certain apprentissage à l'utilisation des yeux. Il suffit d'un phénomène quelconque, par exemple, boucher les yeux de l'enfant pour que la vision soit compromise de façon irrémédiable. Et en général... Vous voulez dire qu'il faut de la lumière pour permettre au bébé de faire évoluer sa vue? L'enfant doit être mis en contact avec l'environnement. Bien sûr, la lumière du jour le plus tôt possible. Et on ne doit pas empêcher les yeux de l'enfant d'être en contact avec l'environnement. Parce qu'il suffit de boucher les yeux d'un enfant. Un pansement, par exemple, c'est l'occlusion des yeux. Une semaine, ça suffit pour compromettre de façon irrémédiable la vue.
Docteur Bouda, quand faut-il consulter pour s'assurer que le bébé voit? Alors, quand est-ce qu'il faut consulter? Ça, c'est dès la naissance. En salle de naissance, l'agent qui assure l'accouchement doit s'assurer que le bébé voit par la perception lumineuse. Okay. Est-ce que l'enfant ferme les yeux? Est-ce que l'enfant réagit à la lumière? Et à la première semaine de vie, les 8 premiers jours de vie, l'enfant doit être examiné. Au cours de cet examen également, le praticien qui voit l'enfant doit s'assurer que l'enfant perçoit bien la lumière et effectue quelques mouvements. Par la suite, il y a des examens obligatoires des nourrissons. En principe, en moyenne, dès la première année, c'est tous les mois. Donc, toutes ces occasions de consultation doivent permettre d'examiner l'enfant sur le plan ophtalmologique. Est-ce que c'est ce qui se passe dans nos CSPS? Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans les CSPS. C'est ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé. En principe, la première année de vie, l'enfant doit être vu en consultation en dehors de toute maladie, chaque mois. Et c'est à chaque consultation l'occasion d'examiner les yeux. Par la suite, ça s'espace. Et puis, il y a des moments critiques où il faut examiner effectivement les yeux, s'assurer que l'enfant voit. C'est par exemple à l'âge, avant la scolarisation en CP, il faut s'assurer qu'il voit. Quand il doit passer d'une étape à l'autre également, du cycle primaire au cycle secondaire, l'examen doit être réalisé. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte? Et quels sont ces signaux, les signaux d'alerte? Oui, bien sûr, il y a des signaux d'alerte, effectivement. Et ces signaux, ils sont nombreux. Nous allons vous énumérer quelques-uns. Et selon l'âge de l'enfant, ça peut attirer l'attention des parents ou alors des personnes qui examinent l'enfant. Alors, dès les premiers mois, c'est par exemple l'exemple des enfants qui portent fréquemment les mains au niveau des yeux, comme s'ils éprouvaient une certaine gêne, qui répètent parfois certains mouvements rythmiques, comme tels que le balancement de la tête, ou en tout cas des mouvements pas normaux, mais de façon répétée. Alors, c'est le cas de certains enfants qui semblent fuir la lumière, le cas de ceux qui louchent, ou alors qui larmoient. Alors, il peut s'agir également des enfants qui ont les yeux fixes, gardent les yeux fixes et qui ne suivent pas les mouvements. Donc, ça veut dire qu'ils ne voient pas bien, probablement. Parfois, ils tiennent la tête penchée de façon anormale. Et quand ils sont un peu plus grands, quand ils commencent à jouer, vers l'âge de 9 mois, en allant à 1 an, ce sont des enfants qui paraissent plus lents, moins vifs que les autres, et qui ne marquent pas d'intérêt particulier pour les jeux visuels. Et une fois qu'ils sont beaucoup plus grands, vers l'âge de 3 ans, ce sont des enfants qui s'approchent beaucoup de la télévision, qui se frottent les yeux, qui écrivent, quand ils sont scolarisés, qui écrivent le nez complètement penché sur la table, qui se plaignent de maux de tête, parfois. Et certains plissent les paupières pour regarder, pouvoir voir de loin. Ou alors, ce sont des enfants qui tournent la tête d'un côté pour pouvoir lire. Et certains paraissent maladroits. Et c'est le cas typique des enfants qui, aux heures, lorsque le jour baisse, la cécité crépusculaire, qu'on appelle communément chez nous, amoré, on dit yuzondo, mais c'est dans toutes les langues de notre pays, c'est connu. Donc ce sont les enfants qui, une fois la nuit tombée, ils ne voient pas. Donc ils se croient un peu, ils paraissent maladroits. Et les signes révélateurs également sont des difficultés d'apprentissage. Des enfants qui confondent les lettres ou alors qui sont en retard scolaire. Voilà, donc c'est principalement ces quelques éléments que nous pouvons énumérer comme ça, qui peuvent attirer, sont des signes d'alerte. Voilà. Est-ce que nous avons des chiffres, professeur? Quelle est la prévalence des anomalies visuelles chez l'enfant? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur ces différentes questions? Oui, nous avons étudié quelques anomalies visuelles
et parmi lesquels il faut noter d'emblée que les traumatismes constituent un grand fléau dans notre société. De toutes les causes de consultation, c'est le traumatisme. Ensuite, nous avons ce travail qui a été fait dans notre service sur 300 enfants, 398, presque 400, et qui a montré que 30,40% des enfants qui viennent consulter ont une baisse de l'acuité visuelle. Il faut peut-être dire que, compte tenu du fait que l'enfant a un potentiel, tous les enfants du monde sont capables de tout. Et ça, c'est un couteau à double tranchant. Parce que quand l'œil ne fonctionne pas bien, il y a les autres sens. L'enfant n'en fait pas un problème. À tel point que la mesure de l'acuité visuelle, c'est une activité qui doit être systématique chez un enfant dès qu'on le voit. Et c'est cette pratique qui a permis de remarquer que 30,40% des enfants qui viennent nous voir, ils voient mal. Ils ont une baisse d'acuité visuelle. 30,40%. En dehors de cela, nous avons les tuméfactions. On voit un gonflement, l'œil qui semble sortir. Là, c'est dans 7% des cas. Et toujours dans 5% des cas, il y a des enfants qui viennent avec une tache blanche dans l'œil qu'on appelle la leucocorie. Un reflet blanc pupillaire, c'est une anomalie. Parfois, dans 3% des cas, l'enfant se plaint de douleur. Mais ce n'est pas les maux d'yeux dont on parle. Parce que quand les gens viennent consulter et dire qu'ils ont des maux d'yeux, il y a des fois où vraiment on a mal à l'œil. Ça c'est vu dans 3,5% des cas. Et enfin, un signe important, le strabisme, quand l'enfant louche. Dans 2% des cas, on voit ces situations aussi. Et là, c'est une étude, bien sûr que c'est une étude hospitalière, tout le monde converge. Ce n'est pas ça forcément dans la population, mais ça signifie quand même qu'il y a beaucoup de problèmes chez les enfants. Beaucoup de motifs de consultation. Les traumatismes, les troubles de la réfraction sont les pathologies les plus fréquentes et aussi les plus nécessitantes chez l'enfant. Dans la plupart des cas, si le mal est détecté très tôt, on peut en guérir soit par intervention, par rééducation ou par voie médicamenteuse. Au CHU Yalgado Ouédraogo, plus de 200 enfants reçoivent des traitements chaque année pour ces pathologies avec au finish des résultats très satisfaisants si les prescriptions sont respectées à la lettre. Consomme Koulibaly, Zalissa Sanfo. Sonia Marie Ouédraogo ressort du cabinet du professeur Zapsonri, désemparé. Après 4 interventions, on lui préconise encore une 5e pour sortir son enfant de la cécité programmée. Sa fille de 5 ans a été victime de traumatisme. Elle jouait à 2 avec une paire de ciseaux et l'autre l'a piqué dans l'œil. C'est le cas de cet autre enfant, tombé la tête en première et son œil directement sur une pointe. Et le professeur de confirmer, les traumatismes font partie des pathologies oculaires les plus fréquentes chez les enfants. Les pathologies les plus fréquentes sont les traumatismes. Les enfants se blessent beaucoup à l'œil et ces traumatismes peuvent entraîner des cécités, c'est-à-dire rendre un œil aveugle, ou les 2 yeux si les 2 yeux sont atteints. Bon, à part les traumatismes, il y a les troubles de la réfraction, c'est ce que les gens appellent communément la myopie. Mais il n'y a pas que la myopie dans les troubles de la réfraction. Il y a d'autres troubles de la réfraction, comme l'hypermétropie, l'astigmatisme. Après ça, il y a les conjonctivites. Tout ce qui est conjonctivite, parce que les enfants aiment mettre les mains au niveau des yeux, donc des germes. Toutes ces pathologies nécessitent une prise en charge très rapidement. Dans le cas contraire, les conséquences sont irréversibles. L'enfant, c'est l'un des organes, l'œil, qui n'est pas totalement constitué. C'est au fur et à mesure que l'enfant grandit, que tout se met en place. Donc plus on amène l'enfant tôt, plus on récupère, on a la chance de récupérer. Et les parents, quand ils consultent, c'est vraiment quand l'enfant ne voit vraiment pas du tout, ce qui fait que ça peut être trop tard. Bon, si on prend les troubles réfractifs, je vous disais
tout à l'heure, que si ce n'est pas traité à temps, après, quand on va vouloir les traiter, on ne pourra pas avoir ce qu'on devrait obtenir, une bonne acuité visuelle. Ça, c'est pour les troubles réfractifs, genre myopie, hypermétropie, astigmatisme. Quand il s'agit de la cataracte congénitale ou du glaucome congénital, si ce n'est pas opéré tôt, c'est la cécité. Autre problème, quand ce n'est pas détecté tôt, qui peut jouer sur la vie, c'est le cancer de l'œil qu'on appelle rétinoblastome. Lui, il joue sur la vie. Ici, Nagalo et sa collègue tentent de donner la chance à ses enfants de recouvrer la santé oculaire. Le traitement consiste à plusieurs phases. Il faut commencer à partir de là de 3 mois. On procède par des pénalisations. La pénalisation, c'est-à-dire paralyser un œil, le bon œil, pour amener le mauvais œil à travailler. En plus de la correction, il y a ce que nous appelons la rééducation. Ce sont les yeux de plus de 200 enfants qui passent chaque année sous cet appareil. L'unique d'ailleurs de l'hôpital. Et dit-on, il date de plus de 20 ans. La santé des yeux des enfants est très souvent négligée par les parents. Les signes avant-coureurs passent pour la plupart inaperçus, avec pour conséquence des consultations médicales tardives. Un autre aspect qui rend les résultats des traitements peu probants, le non-respect des prescriptions, car les séances sont estimées coûteuses et nombreuses par certains parents. Consomme Koulibaly et Zalissa Sanfo pour le reportage. Les yeux des enfants, des pupilles à en prendre soin. Et en la matière, l'observation constitue le premier diagnostic. L'enfant peut avoir l'habitude d'appuyer son œil, un œil. Et l'enfant aime ça et appuie. Donc quand c'est comme ça, il faut demander aux parents d'envoyer leur enfant. Ou l'enfant peut gratter ses yeux, il faut qu'ils envoient, qu'on voit si c'est une conjonctivite, parce qu'une conjonctivite peut se compliquer d'autres pathologies, kératite et tout cela, et amener une perte de l'œil, une cécité de cet œil. Maintenant, les parents, par contre, eux, ils peuvent voir chez leur enfant une petite tache blanche au niveau de l'œil. S'ils voient des saletés aussi, hein, les yeux qui collent. Être attentif aux enfants et se rendre à l'hôpital. Des gestes qui sauvent, mais très souvent négligés. Rwamba Philomène est la mère du petit Rwamba Jean-Baptiste Honora. Dès ses 6 mois, sa mère avait découvert qu'il avait un problème avec ses yeux. Mais trop vite, elle s'est désintéressée. Aujourd'hui, le petit Rwamba a plus de 2 ans. Mais c'est seulement il y a 2 semaines que Dame Rwamba vient de se rendre compte que si elle veut sauver les yeux de son enfant, elle doit consulter un spécialiste. C'est à travers son regard que j'ai senti que, bon, quand il regardait, il déviait. L'œil gauche l'a dévié, regardait de côté. Donc je me suis dit que ça ne doit pas être normal. C'est là que j'ai commencé à consulter, mais en temps bon, je n'ai pas été motivée. On dit que non, ça va passer, que c'est un enfant, ça va passer. J'ai arrêté. Le père de Tarnagda Abdul, lui, a découvert pour son fils un peu plus tard. Et il pointe du doigt tout un système. À la naissance de l'enfant, c'était mieux que les médecins ou bien les sages-femmes. Ils trouvaient un ophtalmologue qui, quand même, dès que l'enfant est né, on puisse lui faire une consultation et diagnostiquer un certain nombre de mal. Mais ça, ce n'est pas fait. Et aussi, avec les monitrices qui sont à l'école, elles n'arrivent pas aussi à constater, peut-être qu'elles n'ont pas eu de formation à cet égard-là. Et si elles aussi, elles avaient eu de formation, elles allaient aussi aider les parents. Parce qu'elles étaient mieux placées pour voir, parce que le comportement de l'enfant, et elles en tiennent aussi beaucoup. On sentait que pour lire, il était obligé de s'abaisser un peu. Voilà. Alors que, et puis il n'écrivait pas sur la ligne. Il zigzaguait un peu. Négligence des parents.
Mais pas seulement. Les spécialistes accusent aussi des mauvaises pratiques très à risque. Il y en a d'autres qui mettent leur langue dans les yeux. Or, la bouche est pleine de germes. Donc, ce sont des germes qu'ils mettent dans les yeux. Ou même autre chose, mettre les langues, mettre des feuilles, des décoctions. Ce n'est pas dosé. Il y a peut-être un produit actif. Mais comme ce n'est pas dosé, il peut être en surdosage ou en sous-dosage. Donc, il y a un problème. Et même quand la pathologie est découverte, les parents éprouvent toujours des difficultés à suivre les prescriptions. Apparemment, quand ils viennent, on leur dit non, voilà les traitements que nous allons faire. On parle de verre. Et on fait tout le travail. On prescrit les verres. Ils disparaissent. Ils peuvent revenir 10 ans après, où on ne peut plus rien faire. À cela, ils ajoutent aussi le coût élevé de ces verres correcteurs. Bon, les verres là, ça coûte cher. On ne peut pas dire que ça ne coûte pas cher. Il y a d'autres qui peuvent peut-être s'en sortir. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que ça coûtait cher. Surtout pour un enfant. On ne sait pas ça va faire combien de temps d'abord même. Et moi, j'ai eu pour moi à 145 000. Les séances sont elles aussi trop coûteuses et fastidieuses selon les parents des patients. 2500 francs CFA la séance de rééducation, à renouveler 3 fois par semaine en attendant une amélioration pour plus d'espacement. C'était donc les reportages sur la situation et la prise en charge des yeux des enfants au CHU Yalgado Ouedraogo. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Professeur Meda, quels sont les troubles de vue les plus fréquents chez les enfants? Bon, on en a donné. Mais si on veut catégoriser, quelle pathologie vient en tête? Et si on veut catégoriser, je crois que c'est selon l'âge. Tous les enfants naissent hypermétropes. C'est une question de construction géométrique. La cornée n'est pas assez puissante pour dévier les rayons lumineux sur la rétine. Et après, comme l'œil grossit, grandit très rapidement pendant la première année, et j'allais dire pendant les 10 premières années, très rapidement à l'âge scolaire, beaucoup d'enfants deviennent myopes. C'est la myopie scolaire. Donc, en ce temps, à l'âge scolaire, la myopie domine. Encore que ce que nous venons de dire est schématique. Parfois, le passage de l'hypermétropie à la myopie se fait parce qu'il y a des organes annexes qui accompagnent, qui donnent de faux chiffres. Et avec les infections qu'on a parfois, la cornée qui devrait être une portion, une calotte de sphère, est déformée par les infections, par d'autres maladies, et ça induit ce qu'on appelle un astigmatisme, qui s'ajoute soit à l'hypermétropie, soit à la myopie. Donc ce sont ces troubles fréquents, mais il y a un qui est important, on l'a vu au reportage, les enfants qui ont les yeux qui louchent là. Souvent, c'est l'hypermétropie qui induit ça. Oui, mais est-ce que vous pouvez, en français facile, l'hypermétropie, ça renvoie à quoi? La myopie, c'est quoi? Pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Alors, parce qu'avec ces termes techniques, ce n'est pas évident. Alors, l'œil, c'est comme une sphère. Et dans la partie antérieure de l'œil, les rayons lumineux arrivent. Cette sphère-là doit dévier les rayons pour les faire tomber sur la rétine. C'est une construction géométrique. Imaginez des rayons parallèles qui viennent et qui doivent converger pour faire un point. Selon la puissance de déviation de la cornée, le point de convergence peut se situer sur la membrane photosensible qu'est la rétine. En ce temps, il n'y a pas de problème, c'est l'hémétropie. Mais comme l'œil de l'enfant est petit, les rayons là vont converger, aller derrière l'œil. C'est l'hypermétropie. Et cette hypermétrope, il voit à peine 1/20. Mais comme l'œil grossit, à un moment donné, il sera capable de converger les rayons sur la rétine ou parfois même en avant de la rétine. Ça, c'est la myopie. Et c'est ce qui arrive pendant la période scolaire. Maintenant, cette déviation d'un point donne un point quand la cornée est une calotte de sphère. Mais à cause des affections associées, des paupières qui appuient sur la cornée
il arrive que la cornée elle-même soit déformée et n'est plus une sphère. En ce temps, l'image des points qui sont dans l'espace qui arrivent ne sont plus des points. Et c'est ça qui fait dire astigmatisme. Parce que l'image d'un point par rapport à une calotte sphérique donne un point. Ça, c'est le stigmatisme. Mais si, avec tout ce qu'on a comme entourage, il y a plus de l'image d'un point n'est plus ponctuelle, on dit que c'est l'astigmatisme. Et cet astigmatisme, il peut gréver l'hypermétropie ou la myopie. Et ce sont des situations qu'il faut corriger assez tôt, parce que sinon, ça va gêner la vision de l'enfant. Docteur Bouda, quelles peuvent être les conséquences de ces différentes pathologies sur la conséquence de ces différents troubles dans la vue de l'enfant? Quelles peuvent être ces conséquences? Alors, pour ce qui est des conséquences qui ont déjà été abordées par dans le reportage par le professeur Zapsonré, et le professeur Meda également en a parlé. Donc, les conséquences, lorsque les troubles ne sont pas corrigés à temps, elles vont perdurer, elles vont s'aggraver. Et il y a certaines manifestations qui vont évoluer vers la perte de la vue d'un œil ou des deux yeux, la cécité. Et dans cette évolution également, c'est les difficultés d'apprentissage dont on a parlé, difficultés d'écriture, difficultés de lecture, qui peuvent aboutir à un échec scolaire. Donc, avant de s'acharner sur un enfant qui n'a pas de bon rendement, il faut s'assurer qu'il voit bien. Très bien. Voilà. Donc, en dehors de cela, il faut redouter également certaines anomalies qui sont les signes annonciateurs parfois de maladies très graves, comme les cancers. C'est le cas, c'est ce que le professeur Zapsonré a évoqué tout à l'heure. C'est les enfants qui louchent, ou alors ceux qui ont un reflet lumineux dans l'œil. On dit qu'il a l'œil de chat la nuit, l'œil brille. Donc ce ne sont jamais des signes, ce n'est pas banal. Donc c'est à prendre au sérieux dès le début pour éviter que ça ne s'aggrave. Donc c'est essentiellement ça. En dehors de ça, du fait de la mauvaise vision, ce sont des enfants qui sont sujets à des traumatismes, des blessures, des accidents. Et voilà, grosso modo. Professeur Meda, quels sont les traitements disponibles au CHU Algado et Drago? On a déjà donné le plateau technique. On a effectivement, nos équipements datent de 95. Donc 20 ans, c'est pas mal dit, c'est même un peu plus. 22 ans. On a j'allais dire qu'on a la charpente du traitement. Mais nous avons besoin de renouveler le matériel. Nous avons besoin de le sophistiquer d'ailleurs. Avant même les traitements, comme on l'a vu, il faut accompagner les enfants avec des appareils. Et là, actuellement, je peux dire qu'ils n'ont pas ces nouveaux appareils. Et en plus des équipements typiquement optiques, ophtalmologiques, le service aussi est un service médical qui doit avoir un plateau technique au même titre que les autres. Mais il faut avouer que ces équipements ne répondent pas toujours prêts. Dans la mesure où notre service faisait partie de ceux qui devaient déménager à Bogodogo. Mais pour des raisons que je ne connais pas, nous sommes toujours là-bas. Alors donc, vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi? J'ai peut-être essayé de chercher à comprendre, mais je n'ai pas encore eu d'explication qui me donne satisfaction. Parce que il suffit d'aller à Bordeaux, d'autant plus que le matériel qui est là depuis longtemps, je sais que ça ne fonctionne pas encore. Le matériel qui devrait venir à Algado, qui a été... Le matériel qui est arrivé au Burkina, il n'est pas encore en fonction, mais c'est du matériel périssable. Parce qu'il y a l'obsolétisme programmé dans tous les matériaux qu'on a aujourd'hui. Si vous achetez un téléphone cellulaire, un smartphone, comme on le dit, si vous le posez pour l'utiliser dans 10 ans, quand vous allez le mettre en marche dans 10 ans, il ne va pas marcher. Beaucoup d'appareils sont comme ça. Bon, l'un dans l'autre... Mais pourquoi ça y est, on n'utilise pas? Pourquoi c'est stocké? Je ne suis Pourtant, pas... on en a besoin.
Moi, je ne suis pas un gestionnaire de stock. Mais est-ce que votre plateau technique permet de prendre en charge toutes les pathologies qu'on a citées? Non. Nous ne pouvons pas prendre en charge toutes les pathologies qu'on a citées parce que nous avons besoin parfois d'un certain nombre de consommables qui n'existent pas. Pour le petit exemple, pour prescrire les verres à un enfant qui louche, il y a des gouttes qu'il faut mettre dans l'œil de l'enfant afin de le dilater, afin de faire la réfraction. Ces gouttes, par exemple, on ne les a pas toujours. On n'a pas toujours ces gouttes. Et là, on devrait les avoir. On prescrit aux parents, mais je dois avouer que pour avoir ces gouttes, parfois c'est la croix et la bannière parce que ce sont des produits qui ne sont pas d'usage courant au Burkina Faso. Vous voyez déjà qu'on quitte... Moi, j'ai besoin d'un médicament. Qui n'est pas disponible, qui n'est pas toujours disponible. Et parfois, quand je voyage, je reviens avec quelques flacons. Donc voilà un des problèmes. Ça, c'est pour rien que cette goutte dont je parle, qui est le cyclopentolate, qui ne doit pas manquer dans un service où on s'occupe des enfants. Un service qui s'occupe des enfants ne doit pas manquer de cyclopentolate. C'est la même chose pour les autres produits qu'on utilise pour colorer les yeux, pour dilater l'œil. Mais très souvent, on en manque. Qu'est-ce qui explique cela? C'est comme j'ai dit. On est dans la gestion, on est dans l'approvisionnement en produits, en équipement. Et j'allais dire que ça dépasse mes compétences. J'en ai besoin, j'exprime le besoin ici, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas et aussi il n'y a pas de planification. Ça, c'est un gros mot. Mais moi, je planifie mes soins. Mais les équipements des hôpitaux, les équipements des services, ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Mais la situation est comme ça depuis combien de temps? Oui, elle a toujours été ainsi. Ben, pour notre service, nous avons connu des périodes de joie. Entre 1995 et 1998, c'était un service où il faisait bon travail, mais depuis les années 2000, je crois que c'est difficile. En fait, depuis 2012, on nous a dit que nous allions aller à Borodogo. Le vrai problème, nous nous sommes en relation, on attendait peut-être 2015-2016 pour aller à Borodogo. Mais en 2017, on est toujours à Yalgado et on travaille avec les appareils de 22 ans. De 22 ans. Voilà. Okay, mais est-ce qu'il y a un service d'ophtalmologie qui est fonctionnel, qui est ouvert à Borodogo? Le service est ouvert, mais il ne fonctionne pas à plein temps pour le moment. D'abord parce que c'est nous qui avons conçu le fonctionnement du service. Il était prévu qu'il y ait au moins 5 ou 6 ophtalmologistes. Actuellement, il y a au maximum 2 ophtalmologistes, donc il ne peut pas fonctionner de façon optimale, puisque le personnel n'est pas suffisant. Vous avez vu 2 agents qui manipulaient ces enfants. À ma connaissance, c'est les 2 du Burkina Faso. Il n'y en a pas plus? Il n'y en a pas plus. Et s'ils sont à Yalgado, ça veut dire que ce travail ne peut pas marcher à Borodogo. Voilà ce que je peux dire. Mais j'ai mes limites, on essaie de faire ce qu'on peut. Docteur Bouda, dans le reportage, il est ressorti, ça c'était une suggestion, une proposition. Est-ce qu'on peut, dans chaque maternité, proposer un ophtalmologiste qui sera à côté du pédiatre pour diagnostiquer, en tout cas évaluer la vision du bébé à la naissance? Est-ce que cela est possible? Alors, je dirais que de façon objective, cela ne va pas être possible. Dans la mesure où dans chaque structure où il y a eu des accouchements, il n'y a pas forcément un médecin. Donc, déjà, s'il n'y a pas un médecin, c'est difficile de doter de toutes ces structures-là d'ophtalmologistes. Mais les sages-femmes, les maïoticiens qui font des accouchements dans les périphéries, savent qu'il faut examiner l'enfant. Il y a un examen, un premier examen rapide qui permet de savoir si l'enfant voit ou pas. C'est juste la perception lumineuse. Donc, pour ça, on n'a pas besoin qu'il y ait un ophtalmologiste ou un tout autre spécialiste à côté. Donc, je pense que il faut que les gens examinent tout simplement les bébés. Et dans la première semaine de vie, en principe, quand les conditions le permettent, l'enfant doit bénéficier d'un examen
de l'examen d'un pédiatre. Alors, on n'a pas de pédiatre partout non plus, mais il y a également des infirmiers spécialisés des attachés de santé en pédiatrie qui peuvent faire le travail. Donc, toutes ces personnes et les médecins généralistes peuvent détecter déjà certains troubles et s'il y a lieu, référer ces enfants-là au niveau des ophtalmologistes qui ne sont pas si nombreux que ça, comme vous l'avez constaté. Professeur Méda, est-ce que les enfants sont envoyés vers les tradipraticiens? Est-ce que dans vos consultations, vous constatez qu'ils sont passés dans les mains des tradipraticiens? Parce que le professeur Zabsonré parlait de langue qu'on mettait dans les yeux des enfants. Pourtant, la bouche est souvent très pleine de germes. Est-ce que vous avez fait ce constat pendant vos consultations? Bon, vous savez que la médecine traditionnelle fait partie de notre stratégie de lutte contre les maladies. Et je crois qu'il ne faut pas se faire des illusions. Toutes les mères, tous les parents, quand un enfant a un problème, essaient d'abord les moyens traditionnels. C'est certain, il y en a. Il nous arrive d'extraire des substances le plus souvent noires, puis c'est à base de poudre noire des yeux des enfants qui sont détruits. Ça, c'est fréquent. Maintenant, nous les qualifions de pratiques traditionnelles néfastes. Il y en a qui ne sont vraiment pas bien, tel qu'elle a utilisé la langue pour enlever un corps étranger, c'est pas bien. Il y en a aussi, on ne le croit pas, mais tous les bébés que nous recevons, ils ont des poudres noires sur les paupières là. Sur les cils là. Et les sourcils. Les sourcils. Quand le bébé naît, on pense ça que c'est pour nettoyer. Ça, c'est dans toutes les familles. Vous accouchez votre enfant, même si vous êtes de la santé, vous ne faites pas attention. La grand-mère vient avec sa poudre, prend et commence à mettre sur les yeux de l'enfant. Ça se fait. Et il y a malheureusement parfois des conséquences fâcheuses. Ce que nous déplorons, nous pouvons dire ici qu'en fait, l'œil d'un enfant qui vient de naître, en dehors de la goutte d'antibiotiques prophylactiques, en main préventive qu'on doit mettre, ou bien de pommade qu'on doit mettre, depuis le CSPS, même avant le CSPS, depuis la case de santé. J'ai eu la chance de former des agents de santé communautaire. Même les accoucheuses villageoises savent que quand un enfant naît, il faut mettre de la pommade dans les yeux. Et si c'est fait, ça suffit. On n'a pas besoin de mettre autre chose. Et ça éviterait beaucoup de situations d'infection. Malheureusement, ça ne se fait pas, même si c'est dit et répété. Tous les documents qui prônent la santé communautaire, depuis les CSPS, on ne peut pas aider une femme à mettre au monde un enfant et ne pas nettoyer ses yeux, ne pas mettre un produit. Il fut un moment, j'en ai vu quand j'étais aux affaires dans les provinces, on contrôlait la toux de la femme qui doit accoucher et on vérifiait qu'il y avait un collier antibiotique pour les yeux ou une pommade antibiotique pour les yeux. Tout est écrit, maintenant c'est la pratique. Est-ce que les gens se font? Les gens le font, je ne sais pas. C'est prescrit, mais l'utilisation n'est pas efficiente. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, docteur Bouda? Est-ce que les femmes utilisent les colliers comme prescrit? Les femmes utilisent les colliers prescrits, malheureusement parfois parallèlement avec autre chose. Donc, et il y en a qui parfois délaissent complètement les colliers qui sont prescrits à la maternité au profit de produits de médication traditionnelle, malheureusement néfastes pour les yeux des enfants. Mais la poudre noire utilisée, est-ce que vous connaissez la constitution? Malheureusement, on ne sait pas quelle est la composition de cette poudre noire. Et on met dans les yeux, les sourcils? On ne sait pas de quoi c'est fait. Professeur, ok, allez-y. Je voulais juste ajouter que, effectivement, je ne connais pas la composition, mais la conservation des produits qu'on met dans les yeux, c'est un élément très important. C'est une poudre qui n'est pas conservée dans des conditions d'hygiène acceptables. Et de ce point de vue, elle est déjà dangereuse. Parce que même un enfant qui se met le doigt dans l'œil, c'est grave. Parce que le doigt touche à tout.
Si ça rentre dans l'œil, c'est pas bon. Et cette poudre, en tout cas, elle n'est pas conservée de façon hygiénique. Voilà. On va parler des écrans, d'ordinateurs, de télé. Est-ce que tout cela, tous ces écrans ont un impact sur la vue des enfants? Concernant les écrans de visualisation, comme son nom l'appelle, il y a quelques années, nous avons fait un travail là-dessus. Il faut noter que ces écrans de visualisation n'ont pas un impact sur l'œil. J'ai même eu à faire des conférences dans certaines écoles de la place sur ça. Et je vais juste dire que le sujet a été traité dans les années 80-82 à Genève. Parce que c'était l'explosion de l'ordinateur et les gens se plaignaient. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de plaintes. Les gens disaient, ça grille les yeux, ça fait ceci, cela. Et on a fait une étude qui a montré que l'utilisation prolongée de l'écran révèle les défauts visuels ou le déséquilibre oculomoteur. Et nous le remarquons ici. Beaucoup de gens tournent, ils ne portent pas les lunettes. J'ai déjà vu des gens qui ont accompagné des parents pour faire des lunettes et ils ont dit, bon, moi aussi je vais voir. Et on a vu qu'ils avaient un problème plus grave que celui qui est venu. Et quand ces gens passent devant l'ordinateur lui ne pardonne pas. Quand vous avez un défaut visuel, vous allez devant l'ordinateur va révéler votre défaut. C'est peut-être ça qui fait que les gens croient que l'ordinateur provoque des problèmes. Sinon, quand on lit même les documents de l'ordinateur, on ne conseille jamais de regarder un écran d'ordinateur pendant plus de 45 minutes. C'est écrit dans certains documents. On vous dit de préserver l'environnement, levez les yeux de l'ordinateur, allez-y faire quelque chose du rangement, allez boire un café. Il y a des gens qui me disent qu'ils restent les yeux collés à l'ordinateur pendant 6 heures de temps. Ce n'est pas normal. Et donc, s'il y a des problèmes, ça sera comme ça. Même si on porte un sac au dos pendant 6 heures de temps, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà ce que je peux dire à propos de l'ordinateur. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebeo. Les téléspectateurs ont essentiellement appelé de Ouagadougou. Justin Yanogo a appelé du secteur 37. Il a un nouveau-né qui a les yeux encombrés depuis la naissance. Il a consulté, on a prescrit des produits, mais ça ne se résout pas. Et le constat est toujours le même. L'enfant a les yeux, les paupières collées par chaque fois. Quel conseil est-ce que vous donnez à ce père de famille? Monsieur Ismaël Ouedraogo depuis Pissi aimerait savoir comment vous expliquez le fait que certains enfants naissent aveugles. Est-ce qu'il y a eu un problème au sein de la maman pendant que l'enfant était dans le ventre de sa mère? Monsieur Latif Rwamba de Ouagadougou a une préoccupation, c'est le glaucome de l'enfant. Il aimerait savoir quel est l'impact de cette pathologie-là sur la vision, sur l'acuité visuelle de l'enfant quand il va devenir grand? Et est-ce que le glaucome de l'enfant se guérit? Monsieur Raogo Moïse Ouedraogo à Puitenga voudrait avoir une réponse à cette question. Est-ce que l'alimentation de la femme enceinte peut jouer sur les yeux du futur bébé? Vous voyez dans certaines contrées, on dit une femme enceinte, si elle mange telle nourriture, son enfant va naître aveugle. Qu'est-ce que vous vous dites? Monsieur Mathieu Ouedraogo de Zignaré a une de ses proches qui a souffert de cataracte depuis l'école primaire. La personne a subi une intervention, mais elle ne voit toujours pas très bien. Et on lui a demandé de faire une thérapie de correction. Est-ce qu'au terme de cette thérapie de correction-là, on est sûr que la personne va bien voir? Monsieur Bakouan Serge de Koudougou a un bébé de 6 mois qui ne supporte pas l'obscurité. Dès qu'on éteint la lumière, le bébé se met à pleurer. Est-ce que c'est le signe d'un problème oculaire? Monsieur Ouedraogo Bassirou nous a appelé de Funza dans le Tui. Son enfant a un œil qui larmoie depuis la naissance
qu'est-ce que vous conseillez dans ce sens-là? Est-ce que c'est le signe d'un problème oculaire qui peut avoir des conséquences à long terme sur la vision de l'enfant? C'est tout pour les questions des téléspectateurs de ce jour. Retour donc sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. Un nouveau-né avec les yeux encombrés depuis la naissance. Quel conseil avez-vous à donner? Professeur Meda. Merci. Je crois que les yeux encombrés depuis la naissance, c'est un phénomène qui est fréquent. Et avant même que je ne donne le conseil, ce qu'il faut faire, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un document dans un pays développé. Maintenant, on fait des interrogatoires aux femmes enceintes au dernier jour de la consultation. Et on leur demande, parce qu'il y a certaines maladies de la mère en grossesse qui peuvent se transmettre à l'enfant. Comme quoi? J'espère que ce n'est pas le cas de cet enfant dont on nous a parlé, mais la gonococcie donne une conjonctivite très grave. Je suis sûr que ce n'est pas le cas qui a été donné, parce qu'au bout de 48 heures, si rien n'a été fait, les deux yeux fondent comme du beurre et l'enfant devient aveugle. Et justement, on prévient cela par les conseils avant la naissance. Ça rejoint la question du tui là et larmoyant. Parfois, les sécrétions sont purulentes, parfois, c'est un larmoiement clair. Mais je crois que dans les deux cas, il faut que les gens commencent par se présenter au service d'ophtalmologie. Là, il faut qu'ils se présentent dans un service d'ophtalmologie. Parce qu'en dehors même de l'infection, l'œil de l'enfant est tellement fait que les larmes, après avoir lavé l'œil, si je peux me dire comme ça, elles doivent emprunter un circuit le long de la paupière, des paupières là, vers l'angle interne de l'œil pour rentrer dans le nez. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec ces canaux qui ne sont pas encore ouverts. Quand on va examiner et on va voir que ce canalicule n'est pas encore ouvert ou qu'il est tout simplement bouché, on va lui prescrire des techniques qu'il va aller pratiquer chez lui et ça va déboucher l'œil de l'enfant. Ça va déboucher les voies lacrymales et l'enfant sera bien. Donc je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter. C'est la même chose pour l'œil larmoyant, mais il faut qu'on voit parce que le larmoiement, un œil qui pleure, c'est un œil qui peut avoir beaucoup de problèmes. Même le glaucome dont quelqu'un a parlé, ça peut être un des signes du glaucome. Moi je souhaite qu'on puisse examiner. Examiner l'enfant. Effectivement, la personne se demande, en tout cas il y a une préoccupation, c'est le glaucome de l'enfant. Il aimerait savoir quel est l'impact de cette pathologie sur le développement de l'acuité visuelle de l'enfant. Est-ce que ça se guérit, le glaucome? Le glaucome se soigne. Le glaucome fait partie des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme. Ce sont des maladies qu'on soigne, on ne guérit pas. On ne guérit pas, c'est des maladies à vie. C'est des maladies à vie. Et la particularité de l'enfant, en principe, le glaucome commence généralement après 40 ans. Et quand vous allez commencer, au lieu d'attendre 40 ans, vous devez commencer à traiter le glaucome plus tôt. Ça pose des problèmes. Mais c'est un glaucome qui se soigne. Avec toutes les difficultés qu'il y a, il faut surtout savoir que le glaucome de l'enfant doit être soigné avec les moyens les plus énergiques. Certains même commencent par le traitement chirurgical. Parce que si on n'opère pas et puis on commence à mettre les gouttes, pendant 50 ans, si on donne une espérance de vie à 50 ans, c'est difficile. Quelqu'un qui commence son glaucome à 30 ans, qui se soigne pendant 20 ans, ce n'est pas la même chose. Donc, ce qu'on peut dire pour le glaucome de l'enfant, c'est plus difficile. Ajouter aux caprices de l'enfant, c'est plus difficile. Mais c'est l'un des glaucomes les plus résistants au traitement, mais pour lequel il ne faut pas baisser les bras. Donc le glaucome des enfants. Des enfants. Il ne faut pas baisser le bras devant le glaucome de l'enfant. C'est vraiment un challenge pour les parents, pour le médecin, pour l'enfant.
Ok, cette personne aimerait savoir quelle explication vous donnez à certains enfants qui naissent aveugles. Est-ce qu'il y a eu un problème avec la maman? Est-ce qu'il y a eu un problème intra-utérin pendant la grossesse? C'est sûr, il y a la rubéole, par exemple, dont on vient d'adopter le vaccin au Burkina. Si on a la rubéole, la mère a la rubéole. Pendant la grossesse, l'enfant peut naître aveugle. La toxoplasmose, c'est une infection. La plupart des malformations, beaucoup de maladies héréditaires qui se terminent parfois pour la grossesse par un avortement, si on devait les conduire jusqu'à terme, on allait avoir beaucoup d'enfants aveugles. L'œil se développe en même temps que le cerveau. Si quelque chose ne va pas, souvent il vaut mieux mettre un terme à ça. Mais malheureusement, il y a des enfants qui naissent sans yeux. Les enfants qui naissent en fouille, on ne voit pas, il n'y a pratiquement pas les yeux. Ou bien ils naissent, on voit un petit bout d'œil et puis la paupière ne se développe même pas. La peau du front descend directement jusqu'à la joue. L'enfant en constitution, c'est vraiment... Ça aussi, c'est un mystère. Hein? On ne sait même pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui sortent normaux. Mais ce n'est pas du tout étonnant que des enfants naissent aveugles. C'est le miracle de la vie. Voilà, beaucoup d'enfants qui naissent aveugles, bon, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ça arrive. Et il y a les affections héréditaires, il y a les infections, malheureusement. Et puis, pendant la grossesse, il y a beaucoup de médicaments qu'il faut éviter. C'est pourquoi la femme en grossesse évite beaucoup de médicaments. Par contre, je vais dire qu'il n'y a pas une nourriture qui est interdite pendant la grossesse. Il faut qu'elle soit équilibrée. Ok. Voilà. Donc, il y a cette question également. Quelqu'un qui souffre de cataracte depuis l'école primaire, la personne a subi une intervention, mais elle ne voit toujours pas très bien. On lui a demandé de faire une thérapie corrective. Est-ce que cela est efficace? J'avoue que je ne sais pas ce que c'est qu'une thérapie corrective. Maintenant, sans avoir vu le cas, c'est difficile de parler. Mais la cataracte, c'est le cristallin qui s'opacifie. Si on enlève l'organe opacifié, on peut effectivement mettre un cristallin artificiel. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Si on ne l'examine pas, on ne peut pas savoir. Mais il y a des cas, je crois que le cas du traumatisme qu'on a vu, il y a malheureusement des rares cas où après une opération de la cataracte, c'est des rares cas, hein, parce que même en regardant les chiffres de Yalgado, nous avons de bons résultats jusqu'à 92%. Il n'y a que 8 personnes sur 100 opérées qui ont quelques complications. Ça peut arriver. Maintenant, si on ne voit pas le cas, on ne peut pas savoir. Nous voudrions bien examiner ce malade et puis donner notre avis aussi. Un bébé de 6 mois qui ne supporte pas l'obscurité, est-ce un problème oculaire? Docteur Bouddha. Laissez la réponse. En tant que pédiatre, un enfant qui n'aime pas l'obscurité. On en a parlé ce matin. On en a parlé ce matin. Vous savez, quand un enfant naît, quand on dit de le mettre en contact de la lumière, c'est la lumière douce. Et il y a des parents, hein, je vis pas très loin des non-lotis. Il y a des gens qui mettent la lumière, puis l'enfant regarde, ils sont contents, ils s'en vont. Mais vous ne pouvez plus éteindre cette lumière-là. En fait, l'enfant, il s'éduque, hein, autant son œil s'éduque, autant il y a certains sur l'environnement là, il faut éduquer. Et d'ailleurs, c'est très vite, hein. Si vous l'habituez au bout d'un mois à la lumière, à moins d'utiliser des méthodes fortes, c'est très difficile de l'en empêcher. Mais il est bon d'éteindre la lumière quand il faut, de l'allumer quand il faut, parce que ça participe à l'éducation biologique de l'enfant. Il a un rythme biologique. Il faut que cet enfant sache qu'il y a des moments de jour et des moments de nuit. Tout à fait. Mais si on est un peu laxiste, ça va passer. Mais je crois qu'avec un peu de poigne, il peut éduquer l'enfant. C'est pas trop tard. D'accord. Voilà. La question sur l'alimentation, est-ce qu'il y a des aliments qui jouent sur les yeux du futur bébé? C'est vrai qu'il y en a qui parlent des carottes. Quand une femme est enceinte et mange beaucoup de carottes, ça a un impact sur les yeux? Bon, moi je dirais plutôt que l'alimentation de la mère
n'impacte pas seulement sur les yeux de l'enfant, c'est sur son bien-être de façon globale. Et si la maman n'est pas bien nourrie, il peut avoir des conséquences. Elle peut avoir un accouchement prématuré ou alors un bébé de petit poids, qui sont des facteurs d'exposition à des problèmes visuels. Donc, c'est pas l'alimentation de la mère n'agit pas directement sur la vision de l'enfant à proprement parler, mais en fait, de façon... les troubles visuels seront en fait une conséquence de la malnutrition de la mère. Donc, c'est ce que je peux dire. Okay. Mais est-ce qu'il y a des aliments qui sont favorables à la préservation de l'œil? Alors, des aliments favorables à la préservation de l'œil, de la vision... Ou de la vision d'une façon générale, que ce soit un enfant ou un adulte. De façon générale. Alors, disons que pour préserver une bonne vision, il faut, chez l'enfant, habituellement, les troubles visuels liés à un problème de nutrition sont rarement isolés. Ils s'intègrent habituellement dans un cadre de malnutrition globale. Donc, cela voudrait dire que pour préserver une bonne vision, il faut manger équilibré. Et pour ce qui est de notre contexte, le trouble visuel le plus connu et le plus fréquent, qui est la cécité crépusculaire. Là, il faut manger beaucoup de fruits, des fruits rouges, les légumes verts et jaunes, et l'huile de palme. C'est essentiellement ces aliments qui permettent d'avoir de la vitamine A, qui évite d'avoir la cécité crépusculaire. Donc, c'est essentiellement ce que je peux dire. Professeur Meda, quelle doit être la fréquence des examens visuels chez l'enfant? Docteur Bouda a dit la première année, ça doit être chaque mois. Mais après ça, quelle périodicité faut-il respecter? Bon, peut-être ce sera une redite. Ce qui est sûr, un enfant qui est né, peut-être même les parents, peut-être l'agent de santé. Un enfant qui n'a pas de problème de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel planning? Ou alors on peut le laisser comme ça? Si on l'examine à la naissance et qu'il n'a pas de problème de vue, le jour de la naissance là, normalement, il faut que dans les 7 jours, une autre personne constate qu'il n'y a pas de problème de vue. Et dans le mois qui suit, il faut qu'un médecin examine l'enfant. Et à chaque consultation de l'enfant, du nourrisson, bon, on pense qu'il faut peser, qu'il faut prendre le périmètre crânien, le tour du bras là. Mais il faut vérifier aussi que ses yeux sont bien. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. La période critique, c'est pendant les 3 premières années. Si on passe à côté d'une maladie, on risque de ne pas récupérer. C'est la vigilance. Il faut être vigilant avec les enfants. Et tout le monde sait, les traumatismes, on a vu que c'est les plus fréquents. Vous voyez un enfant aujourd'hui, et puis il va prendre quelque chose, mettre dans son œil. Et puis le problème des enfants, ils cachent, hein, ils ne disent pas. En fait, c'est une attitude de vigilance active qu'il faut avoir envers les enfants. J'allais dire que examiner les yeux d'un enfant tous les mois, pas par l'ophtalmologiste, parce que ça revient cher et ça fait perdre du temps. On n'a même pas assez d'ophtalmo. Mais examiner les yeux d'un enfant chaque mois par l'agent de santé habilité à faire la consultation de permis, c'est quelque chose que nous pouvons faire au Burkina Faso. Regarder les yeux et dire que c'est normal. En fait, c'est de la maintenance préventive, si je veux me permettre cela. Parce que l'enfant, c'est quelqu'un de précieux. Sa vue, il suffit d'un rien. C'est une période critique. Il suffit d'un rien pour que tout soit en l'air. Maintenant, on demande dans les pays qui ont les moyens qu'au plus tard, à son premier anniversaire, un médecin ophtalmologiste ait vu l'enfant. Après cela, au moins une fois par an, il est conseillé qu'il ait une consultation
ophtalmologique. Mais dès lors que l'enfant a un problème à une des consultations, il tombe dans le domaine de la surveillance contenue par un ophtalmologique. Mais tout ce que nous disons, en réalité, c'est concernant l'enfant supposé normal. Mais compte tenu de la maintenance préventive, là, on doit vérifier chaque jour que tout va bien. Parce qu'un enfant peut être bien aujourd'hui et demain, il n'est pas bien. Tout à fait. C'est compte tenu de sa fragilité, du caractère critique des yeux de l'enfant qu'il faudrait qu'on se donne cette attitude coercitive-là. Mais il faut les voir, sinon rien n'est donné d'avance. C'est tout ce qu'on peut dire concernant cela. D'accord. Des conseils qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons